Alors, bonjour de nouveau. Nous reprenons un peu en retard. Je m'en excuse, c'est ma faute. J'étais dans une discussion passionnée pendant notre pause à Québec. Alors, voilà ce petit retard. Alors, on le reprend tout de suite. Les gens reviennent dans la salle, donc, de la pause. Vous êtes là en ligne. Merci d'être revenu à temps dans votre cas. Nous allons à la dernière table de discussion de cette troisième journée d'études, accéder à soi, accéder à l'autre. Alors, elle porte cette table sur ce dernier sujet, l'engagement des villes pour la protection des artistes réfugiés et l'impact sur le rayonnement des expressions culturelles de tous les habitants, notamment des personnes migrantes. Alors, nous avons cette fois 5 invités. 2 sont en présence avec nous et 3 d'entre eux sont en ligne. Je vais vous les présenter à tour de rôle. D'abord, Monsieur Philippe Hollé-Laprune, représentant du réseau international des villes refuges ICORN en Amérique latine et coordonnateur des projets culturels à l'Université de Mexico, UAM, Coajimalpa, en ligne. Excusez-moi pour la prononciation. Monsieur Hollé-Laprune, est-ce qu'on peut vous voir maintenant? Je suis là. Bienvenue parmi nous. Vous nous entendez? Merci. Oui, je vous entends. Est-ce que vous me Voilà. voyez? Oui. Oui, on vous voit très bien maintenant. Alors, bienvenue à vous et nos excuses pour ce petit retard. Ensuite, Madame Sarah Wasserstrom, chargée de la programmation et de l'action culturelle au Centre culturel de rencontre du château de Goutelas en France. Elle est en ligne également. Madame Wasserstrom, Oui, est-ce que vous nous bonjour. entendez? Vous nous voyez? Je vous entends très bien. Bonjour à toutes Alors, et à on tous. vous verra dans une seconde et plus tard pendant la discussion. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là. Voilà, et on a aussi en Afrique Madame Marthe Koulibaly, coordonnatrice nationale de la Coalition ivoirienne des droits humains. Elle est à Abidjan. En Zoom, elle nous rejoint en Zoom. Bonjour Madame Koulibaly. Bonjour madame, bonjour à tous. Parfait. Bonjour à vous, merci d'être là. Et à Québec, donc, installée avec nous en présence, Laurence Cuny, que vous avez rencontrée tout à l'heure, doctorante et auxiliaire de recherche à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. David Villeneuve, bonjour à vous également, président du comité de défense des écrivains persécutés au Centre québécois du Père national. Alors, Monsieur Hollé-Laprune, je commence. Vous êtes donc ce réseau ICORN en Amérique latine. Pouvez-vous nous expliquer en quoi exactement il consiste, ce réseau auquel on a fait allusion hier et aujourd'hui? Quel est le rôle des villes exactement dans ce réseau des villes? Oui, bonjour à vous. Merci pour cette belle invitation. AECORN est un réseau de villes. À peu près 80 villes aujourd'hui en font partie, qui a commencé à opérer, j'allais dire, à partir d'un premier réseau qui s'appelait le Parlement international des écrivains. Le Parlement international des écrivains a été créé en 1993. Il s'est écroulé un peu vers les années 2003-2004 et AECORN a repris la suite en 2006, c'est-à-dire que certaines villes, comme la ville de Mexico dont je vous parle, faisaient partie du réseau antérieur et on a tenu à continuer à faire fonctionner un réseau de villes qui permettait de recevoir à l'époque des écrivains qui avaient besoin de recevoir un asile. J'aimerais juste vous lire une phrase d'un texte de Jacques Derrida, qui a été un des textes fondateurs du Parlement des écrivains, qui s'appelle Cosmopolite de tous les pays, encore un effort. Et il dit ça très facilement. Il dit, si nous nous référons à la ville plutôt qu'à l'État, c'est que nous espérons d'une nouvelle figure de la ville, ce que nous renonçons presque à attendre de l'État. C'est-à-dire que la pensée a été, ce sont les États qui exercent la censure, les interdits, qui posent des frontières et votent des lois. Et la ville, historiquement, a plutôt un rôle de refuge, un rôle dont l'échelle de la ville lui permet de recevoir et de protéger, alors que l'État est plutôt dans un rôle de répression ou de contrôle. Donc, à partir de là, effectivement, cette organisation, AECORN aujourd'hui, reçoit des écrivains, maintenant des artistes de toutes les expressions, dans des villes qui acceptent de jouer le jeu, c'est-à-dire de recevoir pendant 1 à 2 ans ces personnes qui viennent évidemment des horizons les plus divers, aussi bien du monde musulman, d'Afrique, du monde asiatique et même d'Amérique latine aussi, d'Europe de l'Est aussi, bien sûr, plus que jamais aujourd'hui.
Et donc les reçoit et leur permet de vivre, de s'adapter à un nouvel environnement et à une nouvelle culture, et surtout à apporter quelque chose de neuf dans ce qui les entoure, comme nous en parlerons tout à l'heure, je crois. Voilà. Pouvez-vous peut-être nous parler d'un cas très précis d'un écrivain que vous avez reçu en résidence là-bas, donc au Mexique, Kulsi Lamco du Tchad? En quoi sa présence au Mexique a été une source de, je dirais, de valorisation de la diversité culturelle au Mexique et qu'est-ce que ça a donné au fond pour vous? Et c'était une expérience parmi les plus intéressantes des gens que j'ai pu recevoir. J'ai reçu 13 écrivains quand j'étais à la tête de ce qu'on appelait la Casa Refugio Citlaltépetl, qui était le lieu qui reçoit les écrivains exilés. Et effectivement, Kulsi Lamco est arrivé euh, au début des années 2000. J'ai plus de date très précise en tête, mais immédiatement, son enthousiasme et son talent ont fait qu'il a tenu à apprendre l'espagnol. D'abord, c'est un premier acte évidemment nécessaire, mais aussi à participer de beaucoup de façons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a parfaitement saisi que l'environnement culturel nouveau dans lequel il se trouvait ne connaissait pas la culture africaine. Le Mexique est un pays qui n'a pas de rapport très direct avec le monde africain, contrairement au Brésil ou à quelques autres pays d'Amérique latine comme Cuba. Le Mexique ne regarde pas vers l'Afrique historiquement. Alors, il a trouvé qu'il y avait là un grand déséquilibre, puisqu'il y a bien évidemment beaucoup de descendants d'Africains qui ont été amenés comme esclaves, et il a tenu à faire connaître ce qu'est la culture africaine contemporaine. Sous beaucoup d'aspects, il a fait des mises en scène de théâtre parce qu'il est dramaturge, il a fait des lectures de textes qui ont bien sûr trait à l'Afrique, mais il a aussi travaillé dans le domaine audiovisuel. Il est resté au Mexique. Actuellement, il est en Afrique pour ces quelques mois, mais il a au Mexique un vrai rôle culturel. Il est une référence, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on consulte pour des choses qui, même lui, le font sourire parfois. Quand la Coupe du monde de football a eu lieu en Afrique du Sud, c'est lui qui est allé raconter la diversité de Mhm. l'Afrique et que tout n'était pas caricatural, comme bien évidemment les médias le disent trop souvent. Et on a réussi ensemble à faire quelques traductions. Ses propres livres sont disponibles en espagnol. Il a lui-même procédé comme éditeur. Il a ensuite été responsable de la culture dans l'université de la ville de Mexico, qu'on appelle la UACM. Bref, il a eu un rôle, à partir de sa présence, il a été, ce qui est pour nous le meilleur des cas, la caisse de résonance d'une culture beaucoup plus vaste. Un catalyseur, quoi, vraiment. Absolument, Un oui, moteur, absolument. oui. Et il Oui. a même donc, et je vais aller terminer là-dessus, fondé une maison jumelle qui s'appelle la Casa Africa, donc qui a été fermée depuis pour des raisons administratives ou politiques, mais pendant des années, cette maison, Casa Africa, était le lieu de référence pour justement d'abord recevoir un écrivain exilé d'Afrique, mais aussi pouvoir parler des cultures africaines et de lier certains éléments de la culture mexicaine qui existent, qui sont réels, à la culture africaine. Et donc, ça a été très passionnant parce que tout à coup, ce que les Mexicains appellent la troisième racine, dont ils parlent finalement assez peu, qui serait la racine africaine après le monde indien et le monde européen, disons, ils redécouvrent ça avec curiosité et souvent étonnement. J'imagine, oui. Restons en Afrique encore un peu et je passe à vous, Madame Koulibaly. Alors, vous êtes de l'initiative Ubuntu Hub Cities qui se développe en Afrique. En quoi consiste-t-il ce réseau-là? OK, merci bien, madame. Je voulais remercier les organisateurs d'avoir bien voulu associer le réseau panafricain des défenseurs des droits humains sous l'appellation d'African Defenders de pouvoir participer à cette journée d'études. Et donc, rapidement, ce qu'il faut noter, c'est que l'initiative Ubuntu Hub Cities est une initiative de relocalisation des défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain. La particularité de cette relocalisation, c'est de relocaliser les défenseurs sur le continent africain. Et donc, dans le cadre de cette initiative, il y a des villes hôtes qu'on appelle les Hub Cities qui ont été mises en place dans les différentes régions de l'Afrique. Donc, vous avez la Hub Cities de l'Afrique de l'Est
qui se trouve là où est situé le siège du réseau panafricain, à Kampala. Et vous avez 3 villes hôtes en Afrique australe, à Cape Town, Johannesburg et Pretoria. Et en Afrique de l'Ouest, la première ville hôte est Abidjan. Et récemment, il y a eu le lancement de la Hub City d'Accra. Et en Afrique du Nord, on a Tunis qui accueille la Hub City de l'Afrique du Nord. Et en Afrique centrale, la prospection est en cours. On n'a pas encore pu identifier de villes hôtes, mais il y a une prospection qui est en cours pour voir quelle ville serait idéale pour abriter la Hub City. Parce que dans l'identification des villes, nous tenons compte de certains aspects, vu qu'il est question d'une question de sécurité pour les personnes qui sont accueillies. Donc, il y a des aspects qui sont pris en compte, il y a des paramètres que nous considérons. Et dans la Hub Cities, je ne sais pas si je peux continuer. Je me demande, à Abidjan, où vous êtes, comment ça s'est passé? Comment la ville a accepté de collaborer? Et comment la ville s'est-elle impliquée justement dans ce réseau de villes hôtes ou refuges, quoi? D'accord. Il faut dire qu'au niveau d'Abidjan, nous avons déjà accueilli des défenseurs qui sont venus d'autres pays, des défenseurs à risque. Et parmi ces défenseurs, on note un artiste humoriste venu du Tchad, et c'était en 2018. Et actuellement, nous avons au sein de notre Hub City un cinéaste de Tunisie qui est là. Et ce sont vraiment des personnes qui, dans le cadre de leur profession, mettent en avant la promotion des droits de l'homme, raison pour laquelle nous les considérons dans notre initiative en tant que défenseurs des droits humains à risque quand ces derniers sont exposés à d'énormes risques. Et concernant l'appui qui est apporté aux personnes qui sont accueillies, il y a la prise en charge en termes d'hébergement. Il y a également le soutien qu'on accorde à la famille du bénéficiaire. Il y a aussi l'appui pour la continuité du travail de la personne, parce que quand la personne se déplace, c'est vrai qu'elle s'est déplacée, mais il ne faudrait pas que sa relocalisation puisse être un frein à la continuité de son activité professionnelle. Et donc, nous essayons d'accompagner ces personnes que nous accueillons dans la continuité de leurs activités, mais également dans l'initiative Ubuntu Hub City, il y a cette opportunité-là qui est offerte aux personnes de pouvoir continuer les études. Et oui. Donc, il y a des universités qui sont identifiées au niveau de chaque ville hôte. Nous avons une liste d'universités que nous avons identifiées avec lesquelles nous avons déjà été en contact. Et donc, quand le défenseur a accueilli après l'audition, on essaie de voir quelle université pourrait être idéale pour ce défenseur en fonction de ses aspirations. Et nous essayons de l'orienter. Et également, il y a les instituts de langue. Les instituts de langue vers lesquels nous pouvons aussi orienter les défenseurs que nous accueillons. Et voilà. Concernant le cas du Tunisien qui est actuellement là, nous l'avons orienté déjà vers les universités, mais également vers des structures de cinéastes. Et lui-même, de par ses recherches, de par ses contacts, il est aujourd'hui participant actif aux différents festivals qui sont organisés au niveau d'Abidjan avec d'autres cinéastes. Et c'est de voir aussi la possibilité pour lui de continuer sa profession de cinéaste, parce qu'il a des projets. Voilà un exemple. Voilà, merci pour cet exemple très concret là aussi. Donc, le cinéaste tunisien chez vous à Abidjan, un écrivain africain au Mexique
qui est resté et qui revient à Mexico. Passons à une autre initiative en Europe, celle-là. Et Madame Wasserstrom, vous êtes au château de Goutelat et j'explique rapidement, c'est un centre culturel de rencontre particulier ancré dans les droits humains et en particulier dans les droits culturels. Et ça a été créé, ce projet ou ce lieu, sous l'impulsion d'une grande juriste, Mireille Delmas-Marty, qui est décédée récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mandat, sur le travail de ce château, de ce lieu de rencontre? Oui, eh ben, je vais vous en dire plus. Ben, je voulais aussi remercier voilà, tous les organisateurs pour leur invitation. Et donc, oui, donc je vous parle depuis le château de Goutelat. Donc, on est en France, en milieu rural. Voilà, c'est un peu en décalage peut-être avec les autres intervenants qui sont plutôt dans des Oui. grandes villes. Voilà, donc ici, on est vraiment à la campagne. Et on est donc un des 21 sites historiques qui sont labellisés Centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture français. Voilà, donc c'est un label d'État qui reconnaît des lieux patrimoniaux qui ont un projet culturel, artistique, intellectuel singulier et qui est en synergie surtout avec le patrimoine du lieu. Et donc, vous l'avez dit, Goutelat, on a un lien avec les juristes. Alors, ce n'est pas tout à fait Mireille Delmas-Marty qui a été vraiment à À l'impulsion l'origine, non? à l'origine, non, elle a connu le lieu un petit peu plus tard parce que, en fait, Ah, Goutelat a été reconstruit complètement dans les années 1960. C'était un château en ruine qui avait déjà été construit au XVe siècle par un juriste qui a été à l'époque une des figures de l'humanisme juridique. C'était vraiment un mouvement de pensée philosophique à la Renaissance qui était voilà, naissant et dont Jean Pacon était un des représentants dans le Forêt. Donc, le Forêt, c'est la province, si vous voulez, où se trouve le château de Goutelat. Et donc, dans les années 60, il a été redécouvert par Paul Bouchet, qui était un avocat qui a ensuite été le mari de Mireille Delmas-Marty. Donc, c'est comme ça. ah, C'est pas comme ça qu'elle a connu le lieu. Elle a connu le lieu oui, parce oui, que très rapidement, c'est devenu un centre de réflexion pour les juristes. Donc, il y a eu pas mal de séminaires, de rencontres, de mouvements qui critiquaient le droit, qui essayaient d'être innovants dans la façon dont on pratiquait le droit en France. Et puis surtout, l'intérêt de Goutelat, c'était que les juristes pouvaient croiser leur savoir avec d'autres personnes, en particulier les paysans, les agriculteurs, qui étaient les personnes qui ont participé aussi dès le début à la reconstruction de Goutelat, parce que c'était des gens qui habitaient autour du château de Goutelat. On est, je vous l'ai dit, en milieu rural, donc voilà, dans les années 60, les agriculteurs, c'était une partie encore très importante de la population. Et puis aussi avec des ouvriers du bâtiment qui sont venus aider à la reconstruction du lieu, qui ont apporté leur savoir-faire. Voilà, donc Goutelat, dès le moment de sa reconstruction, c'était un espace où les savoirs se croisaient et où on avait un projet de rencontre interculturelle. C'est comme ça qu'il décrivait le projet en 62. Et donc, Mireille Delmas-Marty a découvert le lieu un petit peu plus tard, dans les années 80, puisque à cette époque-là, on avait des juristes qui continuaient à se réunir à Goutelat régulièrement. C'est encore le cas aujourd'hui. est-ce que c'était des juristes et particulièrement préoccupés par les droits de la personne? Oui, c'était quand même, Un des des aspects axes? qui étaient, ouais, un des axes qui était étudié, mais on avait aussi, on a eu beaucoup de choses autour du droit du travail, notamment aussi à Goutelat. Enfin, on est vraiment toujours dans cette idée de pluridisciplinarité et de croisement des savoirs. Donc voilà, c'était vraiment ce qui caractérise, je pense, Mireille Delmas-Marty parce que ça. Donc elle était universitaire, juriste, elle a été professeure. Voilà. Oups. Votre image et votre son sont bloqués temporairement, espérons-nous. Le lien. Alors, écoutez, peut-être qu'on Du droit. reviendra. Ah, Ouais. c'est revenu. On vous a Vous perdu m'entendez? pendant quelques secondes. Ah oui, je vois que Alors, ma connexion est comment dans instable. la programmation actuelle en 2022, comment s'exprime toute cette histoire du lieu et les préoccupations voilà, qu'on y discute? Est-ce qu'on est vraiment de plus en plus centré sur les enjeux de migration? Est-ce que c'est ce que je comprends? Alors, oui, on est centré sur les enjeux de migration, pas que, mais c'est vraiment un des sujets qui nous préoccupe ces dernières années, parce que en fait, il y a eu donc en 2016 l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, Ah, ce qu'on appelle ça un CADA. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Oui, ok, pardon. Donc d'Incada à Bouin, qui est la petite ville juste à côté de Goutla, c'est une petite ville de 1600 habitants, je crois. Et en fait, donc il y a eu à l'annonce de l'installation de ce centre d'accueil de réfugiés, d'abord des réactions plutôt de rejet de la part de la population. Enfin, c'est ça qu'on a entendu en premier, des gens qui voilà, avaient peur, ne voulaient pas qu'il y ait des réfugiés qui s'installent dans leur ville. Et en réaction à ça, très rapidement, il y a un collectif d'accueil de demandeurs d'asile, un collectif citoyen, qui s'est organisé voilà, pour affirmer vraiment leur solidarité avec les personnes qui allaient arriver, et puis pour s'organiser très concrètement pour préparer au mieux leur accueil. Donc avec des choses très concrètes, des coups de main, voilà, proposer des trajets en voiture, des cours de français, faire visiter la région aussi, rencontrer les gens. Voilà. Donc ce collectif, il existe toujours, il est actif depuis 2016. Et en fait, Voilà, le lien avec la France est plus fragile que le lien avec Abidjan Et le Mexique. et le Mexique. Alors, écoutez, on va peut-être, une seconde de plus. Sinon, je vais peut-être passer ici à Québec. Laurence Cuny. On reviendra, Madame Wasserman, à euh, vous. accueillir des Ah, personnes migrantes. vous êtes revenue? On Oui. a perdu peut-être quelques secondes de Ah vos mince. propos. Voulez-vous reprendre puisque ça s'est, de nouveau, le signal a été bloqué. Ok, voilà, je disais qu'en fait, rapidement, il y a eu un peu ce besoin encore de croisement des savoirs entre les gens qui pratiquaient l'accueil Oui. des demandeurs d'asile sur le territoire et des penseurs, des juristes comme Mireille Delmas-Marty et d'autres, en fait. Parce que l'idée, c'était de pouvoir avoir une réflexion vraiment globale sur ce thème des migrations internationales. Voilà, donc vous avez conçu un programme d'activité dédié à ces rencontres-là, à cet échange? Oui, on a en fait depuis 2019 chaque année des rencontres pluridisciplinaires à l'automne, où voilà, il y a des conférences, des tables rondes, des spectacles, un village associatif aussi, où, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les associations d'aide aux migrants, les acteurs culturels qui travaillent cette question. Voilà, on essaye toujours d'être un peu dans cette dynamique entre des acteurs très locaux et Oui. des gens qui ont une vision globale du sujet. Donc, c'est à partir de ça, à partir de toutes ces ressources qu'on construit nos événements. Et puis, ils sont nourris très fortement par des artistes accueillis en résidence. Là, donc Ah, là, on rejoint les propos des deux intervenants l'expérience précédents. de vivre. Ouais. Ah, oui, tout à fait. Puisque, en tant que centre culturel de rencontre, on bénéficie d'un programme de résidence qui s'appelle le programme NORA, qui est consacré à l'accueil d'artistes, de chercheurs ou de professionnels de la culture réfugiés qui sont arrivés en France récemment et qui peuvent donc être en résidence dans les centres culturels de rencontre. Voilà, donc Oui. leur hébergement est pris en charge, ils ont une bourse aussi de résidence. Et nous, à Goutla, ça nous permet d'accueillir en moyenne 3 artistes par an sur des durées de 3 semaines à 1 mois en moyenne. Voilà. Et pendant leur résidence à Goutla, bien sûr, ils rencontrent l'équipe puisqu'ils dorment sur place, ils vivent sur place, mais aussi on essaye au maximum de les mettre en lien avec d'autres personnes ressources sur le territoire en fonction de leur activité, du thème qu'ils sont en train de travailler. Voilà. Donc vraiment, à chaque fois, ça permet de créer de vrais moments de rencontre entre ces artistes et les personnes qui sont autour de Goutla. Voilà. Alors, dans tous les cas, on a des artistes de toutes disciplines, j'imagine, qui ont besoin de protection, qui ont besoin de sécurité et de pouvoir continuer de travailler à leur œuvre. Je pense que c'est important, cet aspect-là aussi. Laurence Cuny, je reviens à vous. Est-ce que vous constatez justement, vous êtes doctorante, c'est vraiment votre sujet, une augmentation de ce type d'initiative de protection des artistes en danger à l'étranger par l'engagement des villes comme ça? Oui, tout à fait. Alors là, on a eu quelques exemples. Oui, On a le réseau ICORN, Philippe Olé-Laprune mentionnait 70 villes. Il y a le réseau Ubuntu Cities maintenant avec 7 villes, en mais ce Afrique, réseau est oui. très récent. Très récent, mais qui grandit rapidement, d'après Ce Mme qu'on constate, Coulibaly. c'est vraiment ça se diversifie, ça se densifie, ça se diversifie. Si on prend ICORN, sur 70 villes, il y en a 67 qui sont en Europe Oui, et 3. Donc, il y avait Mexico qui a toujours été historiquement une des villes et 2 villes au Brésil, mais ça, c'est récent. Jusqu'à très récemment, c'était concentré en Europe et on n'avait pas ce mouvement régional. Et ce mouvement régional, il arrive vraiment sous l'impulsion et des travaux de la rapporteuse spéciale qui parle de l'accueil justement des artistes migrants, de leur protection et qui incite les États à accorder une protection, et sous l'impulsion de l'UNESCO
puisque les 151 parties à la Convention s'engagent aussi dans leurs engagements et doivent faire rapport là-dessus à mettre en place des mécanismes de protection. Et là, on le voit également, ce sont vraiment les villes qui prennent Oui. ça à corps. On a des programmes étatiques, on a des programmes dans les universités, le Collège de France, d'autres institutions le font, mais il y a vraiment ce socle de ville qui est très, très important parce que la ville a ce rôle qu'on disait Oui. de à la fois pouvoir offrir, par exemple, un logement, de pouvoir offrir des services, de permettre l'accès à certains services. Et elle a aussi le rôle de coordination de partenaires. Donc, elle peut aller chercher différents partenaires qui vont permettre à l'artiste qui vient de s'insérer dans la société. Et Des de ressources vraiment... économiques, entre autres. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment cette régionalisation. L'UNESCO en fait état. Et c'est intéressant que les personnes n'aillent plus uniquement du sud vers le nord, mais des sud-sud et des collaborations autres qui se font et l'apport que ça a pour la diversité culturelle. Oui, mais justement, je me dis, pour les individus qui sont ainsi protégés, recueillis, accueillis, intégrés dans des sociétés, c'est formidable, on voit tout à fait le bénéfice. Mais pour les villes, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les villes en retirent une plus grande ouverture à la diversité? Est-ce que les villes changent leur façon de définir leur population, leurs objectifs, tout ça? Mais je pense que c'est tout le défi parce que au niveau des villes, il y a un accord de coopération qui se fait. Par exemple, ICORN, il va y avoir, la ville va signer un engagement d'accueillir la personne. Mais le service qui va s'en occuper, en général, c'est les relations internationales ou la coopération internationale. Ce n'est pas nécessairement le même service qui va s'occuper du jour à jour, de la planification urbaine ou des politiques culturelles. Et donc, il y a un message fort que la ville envoie en disant on va protéger ces artistes parce que nous, on est du côté de la diversité culturelle, on pense que ces expressions sont précieuses et qu'il faut, absolument les conserver. Et en même temps, il se passe des choses dans leur contexte urbain où cette diversité culturelle peut être aussi questionnée. Et donc, il faut mettre en adéquation les deux messages. Et pendant un temps, ce n'était pas nécessairement le cas, mais on voit vraiment que cette mise en cohérence est demandée parce qu'on ne peut pas d'un côté dire on va protéger les artistes qui viennent d'ailleurs, mais on ne va pas protéger nos artistes de même pays ou de la même communauté qui sont dans notre ville. Si je prends un exemple très concret, on a la ville de Lyon, par exemple, qui a rejoint en janvier 2021 le réseau ICORN. Donc là, on a un message à l'international, elle s'inscrit dans ce réseau. Et en même temps, cette ville prépare pour octobre-novembre des états généraux sur les droits culturels. Donc, ça sera vraiment le moment de voir comment elle va dérouler ceci au niveau de son contexte local dans la ville. Et comment ce rayonnement, parce que c'est vraiment un des objectifs, c'est de sensibiliser les citoyens aux situations dans les pays d'origine. Et donc, qui mieux aussi que les citoyens ou non-citoyens, mais résidents de la ville qui ont aussi cette origine commune avec l'artiste. Donc, il y a là des espaces vraiment à explorer qui sont... Et on revient au thème de la rencontre. Hein? Et l'accueil d'artistes réfugiés provoque ces moments, enfin favorise et accélère ces moments de rencontre. Est-ce que, Madame Coulibaly, vous êtes là? Je me demandais, est-ce qu'Abidjan en a tiré profit, c'est-à-dire Abidjan, ville haute? Est-ce que ça change un petit peu la façon dont la ville voit sa propre diversité culturelle? J'imagine qu'il y a à Abidjan des gens qui viennent de partout, d'autres pays africains, mais aussi d'autres pays à l'international. Alors, est-ce que l'apport pour la ville elle-même, est-ce qu'on le constate? D'accord. Je dirais que vu le fait que l'initiative Ubuntu Hub City est encore récente, mais c'est une perspective que nous sommes en train de consolider. Et déjà avec le cinéaste tunisien qui s'est proposé de faire un film documentaire sur la terre d'accueil, la Côte d'Ivoire, une manière pour lui, selon ses propos, de pouvoir montrer sa reconnaissance à cette terre qu'il a accueillie. Et donc, si un tel projet que nous allons financer et accompagner avec nos partenaires financiers, si un tel projet est réalisé, nous pensons que ça pourrait être le début
de la valeur que la présence des artistes ou des cinéastes ou d'autres personnes dans les villes hôtes peuvent apporter à la culture de la ville d'accueil. Donc, pour l'heure, c'est ce que je pourrais dire. Et là, nous comptons vraiment apporter cet accompagnement-là pour ce projet qui sera une première au niveau de la Hub City d'Abidjan, qui a été lancée seulement en 2019. Merci. Donc, c'est assez récent, donc. Alors, oui, Madame Wasserstrom, est-ce que vous disiez tout à l'heure que les gens du village qui accueillaient tous ces demandeurs d'asile avaient des réactions d'abord un peu hésitantes, méfiantes carrément? Oui. Est-ce que tout ce qui a été fait par vous au château de Goutela, avec tous ces organismes que vous avez nommés, le comité de citoyens, tout ça, est-ce que vous sentez que les perceptions changent? Est-ce que déjà, vous pensez qu'on est en train de construire dans la région d'autres regards sur la migration et sur l'accueil de gens en difficulté? Alors oui, je ne sais pas si c'est le travail que nous, on mène, mais en tout cas, déjà, voilà, l'implantation de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la petite ville de Bouin. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout ces réactions de rejet qu'il y avait au départ, parce que ça a par exemple permis de maintenir toutes les classes de l'école. Enfin voilà, il y a aussi des fantasmes en fait qui étaient là avant et qui sont complètement dissipés après la réalité de la vie commune, en fait, avec ces nouvelles personnes qui arrivent. Et après, sur la question vraiment de construire d'autres regards sur les migrations, là, je pense que oui, ce qu'on fait à Goutela, ça y participe parce que ça permet, en tout cas, voilà, c'est assez rare dans les émissions télé, par exemple, ou même dans les événements qui parlent de migration, qu'on arrive à donner vraiment la parole à des personnes exilées. Il y a des fois des questions de barrière de langue ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ce qu'on arrive à faire à Goutela, en s'appuyant vraiment sur des outils de création artistique, c'est à favoriser des expressions culturelles différentes qui vont construire un autre regard sur la migration. J'avais un exemple assez récent, puisque là, en 2021, donc pour notre dernier temps fort autour de la question de l'hospitalité et des migrations, on a proposé le principe de résidence artistique pas des artistes professionnels cette fois, mais à des résidents du centre d'accueil de demandeurs d'asile, donc des personnes en situation de demande d'asile, qui sont restés 2 fois 5 jours à Goutela. Donc, ils ont voilà, vécu sur place, dormi sur place. Ils étaient accompagnés par des artistes professionnels. Et leur objectif, c'était de créer un film qui a été après joué sous forme de ciné-concert. Un film pour raconter leur parcours d'exil, mais surtout en fait, parler de cette question d'hospitalité ou de non-hospitalité qu'ils avaient rencontrée voilà, lors de leur arrivée en France et à Bouin, à côté de Goutela. Voilà. Et il en est ressorti quelque chose de vraiment à la fois très poétique et très puissant, un peu violent, parce que pour une fois, on n'entendait pas seulement les gens qui accueillent parler d'hospitalité, parce que c'est quand même souvent le cas dans nos rencontres, mais on avait vraiment le point de vue des accueillis ou non accueillis. Et j'ai l'impression que l'utilisation des outils artistiques, puis chacun a pu vraiment utiliser une expression qui lui était chère. Il y a des gens qui étaient plutôt sur de la musique, d'autres Oui. plutôt sur du dessin. Enfin voilà, ça permet aussi une diversité culturelle dans la façon, dans les expressions utilisées. Et ça a donné un film vraiment très fort et qui a bouleversé tous les gens qui étaient présents au moment du ciné-concert, qui pour beaucoup étaient des gens qui sont impliqués dans des associations d'aide aux migrants, dans ce collectif d'accueil. Voilà, donc j'ai l'impression on peut, par des petites expériences comme ça, essayer de faire que des regards différents interviennent dans ce dialogue interculturel qu'on essaye de mener autour des migrations. Intéressant. Écoutez, je prendrai un moment parce que on reçoit quelques commentaires, peu, malheureusement. On vous invite à faire davantage de commentaires. Mais un commentaire est arrivé tout à l'heure de Monsieur Bastien Joussaume, artiste, justement, et qui, à la suite des échanges d'hier et d'aujourd'hui, dit, moi, j'aimerais questionner la question de culture parce qu'on l'envisage depuis hier par le médium, je simplifie, je résume un petit peu, d'un appareillage artistique. On parle de bibliothèques, de festivals de rue, d'œuvres publiques, on parle de pratiques artistiques, alors que ce qui fait l'enjeu de la reconnaissance
passe avant tout par ce qui fait que pour eux, ça peut être l'agriculture, la cuisine, la mécanique ou toute autre pratique. Alors, de quelle manière d'envisager la culture et les politiques au regard des droits culturels uniquement ou presque depuis une perspective artistique, ce qui lui semble à lui un peu limitant, alors que les enjeux d'enrichissement et de rencontre devraient ouvrir davantage de territoire. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, Monsieur Hollé-Laprune, vous comprenez l'essence de ce qu'on a, effectivement, on parle des droits culturels, mais dans quelle définition de la culture, au fond? Oui, tout à fait. Je comprends le questionnement, mais dans l'action, il est vrai qu'il me semble plus urgent de savoir préciser auprès de qui on veut travailler, parce qu'on ne peut pas réellement envisager nous sommes nés, nous, d'une association d'écrivains, donc automatiquement, on est Oui, lié au départ à l'écriture, puis on a ouvert à d'autres disciplines artistiques, mais ça reste effectivement codifié, c'est-à-dire ça reste marqué par ce qu'on appelle la culture dans le sens étroit, tout simplement parce qu'on est déjà dépassé et débordé par les arrivées, les demandes d'artistes, intellectuels, écrivains. Aujourd'hui, je peux vous dire que la liste d'Icorn, après la chute de l'Afghanistan et maintenant la guerre en Ukraine, a dépassé les 250 noms, je crois, de personnes qui recherchent un asile et qui ont été approuvées par les oui. communautés d'Icorn. Donc, déjà, on est pris dans cela, dans cet engrenage. Et effectivement, il faut préciser, pour nous en tout cas, le domaine d'intervention. Alors, je comprends la question de cette personne. Je suis d'accord sur l'idée que Plutôt un commentaire, hein, vous le voilà, voyez, oui. voilà. Enfin, tout est culture, évidemment, mais et on pourrait peut-être avoir des soirées plus chaleureuses si on parlait de mécanique ou de physique quantique, je ne sais pas. Mais d'abord, je ne suis pas très compétent ni pour l'un ni pour l'autre. Et deuxièmement, on risquerait d'être un peu noyé dans nos processus et dans nos procédés d'un point de vue concret. Parce que maintenant, je suppose que mes consoeurs qui sont là le diront, le confirmeront, on peut aussi avoir des soirées ou des moments extrêmement forts qui étaient un peu inattendus et sur des discussions qui ne sont pas planifiées véritablement dans les termes dont on parle ici. Je veux dire par là, il peut très bien avoir une soirée qui part d'un thème complètement personnel d'un des participants et ça devient un espace d'échange effectivement très vivant et très. Il faut bien sûr avoir aucun ni mépris ni rejet de d'autres formes de culture. Je ne suis pas un grand amateur de rap ou de musique de ce genre, mais c'est vrai que j'ai vu des soirées de rappeurs. Dans une soirée de Icon à Amsterdam, je crois, il y avait un rappeur qui venait de Palestine et qui était directement intéressé et en contact avec les jeunes Hollandais qui lui répondaient. Donc, c'est vrai qu'il y a ce genre de choses qui peuvent surgir, et tant mieux, mais Oui, difficile à planifier. Je crois là qu'on est plus dans le domaine du savoir-vivre et de l'improvisation. oui. Est-ce que Mme Wasserstrom, on pourrait imaginer des rencontres autour du thème des pratiques agricoles, comme vous êtes dans un village rural, Oui, ben, bien où sûr. les artistes invités pourraient élaborer, discuter avec donc en français et les migrants sur le lien entre littérature et territoire. Vous savez, que élargir un petit peu le champ des sujets. Ouais, mais c'est vraiment le cas parce que voilà, on va travailler d'ailleurs pour l'année prochaine un de nos temps forts autour de cette question de l'agriculture et de l'alimentation. Et on est vraiment très intéressé par voilà, travailler la dimension culturelle de l'alimentation, notamment. C'est vraiment quelque chose. Voilà, je sais que Patrice Meyer-Bisch a écrit là-dessus. Enfin, en tout cas, cet angle-là nous semble hyper intéressant. Et de façon très pratique, au moment de nos temps forts hospitalité et immigration, on a voilà, quelque chose de très simple. On a toujours ce qu'on appelle des repas partagés, où en fait, chaque personne est invitée à apporter quelque chose voilà, qu'elle a cuisiné avant. Et bon, déjà, voilà, ça permet de faire exister plein de recettes, plein de pratiques culinaires. Et puis surtout, ce qu'on trouve le plus intéressant dans ces moments-là, c'est les moments d'échange autour des plats. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve, je sais pas, on a pas mal d'Arméniens, par exemple, qui sont arrivés à partir de 2016 là, dans notre centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ben, un plat arménien qu'on ne connaît pas du tout, ben, on pose des questions à la personne qui nous explique. Voilà. Donc, c'est des choses très simples, mais ça permet aussi d'être
sur d'autres formes de diversité culturelle, effectivement, pas seulement artistique, au sens de la création artistique. Tout à fait. Monsieur, Monsieur Villeneuve, qui écoute tout ça, vous écoutez tout ça depuis tout à l'heure, vous qui êtes Oui, du PEN International, donc cet organisme extrêmement important qui aide les écrivains persécutés partout dans le monde, écrivains, journalistes et tout, est-ce que vous avez déjà, avec ce regard-là, un peu des constats? C'est-à-dire comment l'accueil d'un artiste en exil contribue sur un territoire donné à promouvoir les droits de la personne et notamment la diversité culturelle? ben, il faut prendre en compte le fait que, d'abord, ces artistes-là sont muselés dans leur pays d'origine. Euh, le simple fait de les accueillir, Leur permettre de de leur permettre parler. de parler ici, non seulement ça leur redonne leur droit à la liberté d'expression, mais ça défend notre droit à tous à la liberté d'expression. Vous voyez. Euh, c'est Ça, sûr- mais dit comme ça semble un peu théorique. Alors, dans la oui, c'est réalité, très comment théorique. ça s'exprime? Ben, dans la réalité, évidemment, bon, d'abord, l'artiste qui est accueilli ici va être invité à participer à toutes sortes d'événements, parce qu'évidemment, on parle de Highcorn Oui. principalement. Euh, pour participer, pour être invité, pour être considéré Mhm. par une ville Highcorn, la ville Highcorn s'engage à prendre l'artiste, à le loger, à le nourrir, bon, à payer son voyage, les frais de déplacement, les frais d'immigration aussi, Oui. tout ça. Et puis, évidemment, il y a tout un consortium d'organismes culturels autour de ça qui travaillent avec Highcorn et qui travaillent, admettons, avec le centre PEN de l'endroit. Et puis, ces œuvres comme des musées, des universités, voilà, des bibliothèques publiques. Oui. Et puis, ces organismes-là vont créer des opportunités pour ces artistes-là euh, de manière à ce qu'on puisse entendre leur voix, Voilà. de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer sur les sujets qui dérangent apparemment dans leur pays d'origine. Et puis, Et c'est un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les gens qui viendront assister aux rencontres de la communauté d'accueil comprendront mieux les défis de cette personne-là, de la liberté d'expression dans son pays, oui, et en même temps, oui, mais il y a un effet encore, il y a un effet plus vaste que ça, en fait, parce que c'est vrai que les gens de l'endroit, si on faisait ça à Québec, les gens de la ville de Québec qui viendraient, bon, écouter ou visualiser les œuvres de ces artistes-là, seraient en contact direct avec l'expérience vécue par oui, ces artistes-là, avec leur réflexion, avec leur culture, évidemment. Mais il y a aussi le fait que l'artiste qui vient de ces cultures-là et qui s'implantent bon, pour 2 ans, admettons, dans une ville à Highcorn, cet artiste-là, on le disait tout à l'heure, devient un catalyseur, évidemment, non seulement au niveau non seulement au niveau des gens de la place, mais aussi au niveau des gens de la diaspora culturelle, mhm, c'est-à-dire les autres personnes habitant cette ville, mais qui ne se considèrent pas nécessairement comme, ou c'est-à-dire qui se considèrent migrants aussi, qui se considèrent, j'ose pas dire étrangers, mais qui se considèrent, qui savent qu'ils viennent d'ailleurs. oui, oui. Vous voyez? Donc, ça apporte, oui, il y a Un sentiment de un reconnaissance. sentiment de reconnaissance, un effet de rassemblement Oui, qui est merveilleux parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnes. On ne se déplace pas de son pays pour aucune raison. oui. Quand on est accueilli par Highcorn, c'est parce qu'on a vécu des événements souvent traumatiques. Euh, donc, quand on arrive ici, on a des expériences particulières à communiquer et les gens de la diaspora qui ont vécu des événements semblables se retrouvent dans ces expériences-là. Et ça crée, ben, je n'ose pas dire une catharsis, mais je veux dire, ça crée ça crée un effet ça crée des liens, en Oui. fait, entre les diverses communautés culturelles Ça. Mais et entre les communautés culturelles et la communauté d'accueil. et la communauté d'accueil. J'imagine qu'un dissident, par exemple, parce que actuellement en Russie, plusieurs intellectuels fuient le pays parce qu'ils sont Ouais. dissidents et qu'ils contestent ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Alors, imaginons-les arriver à Québec et qu'est-ce que ça donnerait comme dialogue entre ces dissidents, journalistes, par exemple, ou écrivains russes, et l'ensemble des acteurs de la culture d'ici? Ah, c'est sûr qu'on aurait un discours assez spécial. Oui. Parce que, bon, comme le disait tout à l'heure M. Meyerbeer, Meyerbeer.
il y a un aspect là-dedans qui est, on aime se croire très, très humaniste, Très ouvert, très progressiste. on fait Oui. une belle œuvre humaniste en accueillant une personne dans notre ville, mais il y a l'aspect, il y a un réel choc culturel là-dedans. Si on prend la situation justement avec l'Ukraine en ce moment, on ne peut pas se le cacher, il y a une certaine perception envers, malheureusement, les Russes Oui, négatif. et envers les Ukrainiens. Oui. Il y a tout un ethos qui se développe autour de ça. Et donc, si on accueillait un journaliste russe exilé de son pays, oui, quel effet est-ce que ça aurait Ce serait dans difficile la pour communauté lui culturelle aussi. d'accueil? Ça serait très difficile pour lui. Oui. Il y aurait un choc immédiat, probablement une sorte de réaction oui, peut-être de rejet ou de méfiance, peut-être. Mais ces voix-là doivent être entendues également parce que évidemment, ils sont dissidents dans leur pays, ils ont Oui, quelque oui. chose à dire. Ce qui est commun entre eux et nous, c'est vraiment la nécessité de protéger ce droit d'expression, entre autres. Voilà. Oui, tout à fait. Laurence, vous voulez réagir là-dessus? Mais peut-être qu'il y a la nécessité de protection, c'est un droit, et c'est une obligation de l'État, c'est une obligation de protéger ces personnes. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut retrouver toute la diversité des expressions, c'est-à-dire que la personne qui va venir, elle peut parler d'endroits très, très différents et sa dissidence peut se loger à des endroits très différents. Et au sein des communautés même du pays, il peut y avoir des opinions extrêmement diverses. On le voit par exemple avec des femmes, j'ai l'exemple d'une femme afghane en Norvège, une chanteuse qui arrive protégée par la Norvège et qui en fait est menacée par sa communauté afghane dans le pays ou soutenue par une autre partie. Donc, il y a une extrême diversité Oui, parce que la des diaspora, positions. évidemment, est Et c'est multi... justement l'intérêt pour la diversité culturelle, c'est que toutes ces nuances qu'on n'a pas habituellement dans les médias, qu'on n'a pas toute cette réduction qui s'opère, peut à nouveau se déployer et on peut avoir des échanges sur toute une gamme de questions qu'on ne pose pas parce que justement, on pense qu'il va y avoir une gêne. Mais en fait, quand on commence à les dérouler, toute la palette des opinions est là. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça, les villes refuges, c'est créer ces espaces où, idéalement, où on peut continuer à avoir ces dialogues-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais dans un cadre sécuritaire, Dans un cadre ce qui est sécuritaire. très Mais important. il y a quand même des injonctions. Je pense que c'est de ça aussi que parlait Sarah Wasserstrom dans d'autres regards. Il y a parfois quand même une attente d'un regard qui va être donné, la reconnaissance de l'accueil et qui limiterait les critiques qu'on peut faire. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment un magnifique rôle et les universités s'engagent aussi dans ce rôle-là, dans la réflexion et appuient les villes. Moi, je trouve Oui. dans l'exemple de Philippe, c'est aussi passionnant parce que ça vient nourrir la diversité Oui. à plein de Mais niveaux. justement, M. Allé-Laprune, on voit que les universités s'impliquent dans le réseau ICORN maintenant. Alors, comment le font-elles? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus que les villes au réseau? Merci de poser cette question parce qu'elle est la plus brûlante pour nous. Quand nous avons décidé de faire un effort pour amplifier le réseau du côté de l'Amérique latine, du réseau ICORN, il est vrai que j'ai essayé à plusieurs reprises, on est arrivé à de bons contacts dans diverses villes, mais les politiques des villes en Amérique latine sont assez difficiles dans le domaine du suivi, c'est-à-dire que dès que le maire change, peut-être que tout peut changer et tout s'écroule. Donc on a été placé face à une réalité qui est un peu difficile parce qu'on ne peut pas être partout. Et tout d'un coup, on a eu l'idée, grâce à Claxo, qui est cette association d'universités qui regroupe plus de 600 universités, enfin le domaine des humanités, comme on dit ici dans les universités. Et l'idée est née de créer des accords triangulaires, si je puis dire, entre un pôle qui serait ICORN, Claxo, qui sont les organisateurs, une ville, municipalité ou région d'un point de vue administratif, et puis une université. Pourquoi l'université? Il y a deux raisons principales à mon avis. Premièrement, vu l'évolution de nos sociétés, un petit peu de renoncement de l'État-nation dans le domaine de la culture, etc., les universités deviennent pour moi l'espace refuge justement de la pensée, de la création, surtout en Amérique latine, où elles ont toujours eu un rôle qui se projette dans la société, en particulier au Mexique. Donc, deuxièmement, c'est vrai que
non seulement il y a cette raison logique, mais il y a aussi l'idée que les universités ont souvent été des pôles, pour les mêmes raisons, des pôles d'opposition. L'Université nationale au Mexique a pendant très longtemps été l'espace d'une certaine contestation, d'une certaine indépendance de toute façon. Et donc, on pouvait compter sur eux, non pas en termes financiers ou économiques, mais en termes d'investissement de personnel, de gens qui peuvent faire le suivi. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans cet esprit nouveau. Et là, je suis heureux de pouvoir vous dire que l'Université de Rosario en Argentine vient de rentrer dans le réseau ICOM et la municipalité, bien sûr, appuie aussi de son côté. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une conscience dans les universités qui permet l'installation d'un nouveau système qui n'est pas le système traditionnel de ICON comme il fonctionne en Europe, mais plutôt un système qui s'adapte à la réalité de l'Amérique latine. Voilà, merci, Monsieur Hollet-Laprune. Alors, on voit qu'il y a extension du domaine de la solidarité dans un sens. Et au Canada, on dirait qu'on est à l'écart de tout ça parce que j'ai appris, je pensais qu'il y en avait plusieurs villes refuges au Canada. Officiellement, une seule ville en Colombie-Britannique. Une seule ville, oui, à Surrey. Comment ça se fait? Euh, c'est une excellente question. On se la pose tous, je pense, à peine internationale et peut-être même à Acorn. Tout d'abord, c'est PEN Canada et non pas PEN Québec qui a travaillé à l'instauration, c'est-à-dire le fait que la ville de Surrey joigne le réseau ICORN. Donc, je n'ai pas nécessairement tous les renseignements à ce sujet, mais je sais que ça a été un parcours relativement chaotique. Le choix de Surrey a été partiellement accidentel. Je pense que le choix a oscillé entre plusieurs villes pendant un bon moment. Ça devait peut-être même être Edmonton à un certain moment. Et puis, bon, c'est tombé sur Surrey. Je pense que c'était l'alignement des astres. Il y avait une volonté municipale, une volonté administrative. C'est ce qu'il faut. Il faut ces conditions-là, j'imagine, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut une volonté politique, administrative. Il faut que la municipalité soit intéressée, non pas seulement à faire un acte de bonté, mais vraiment soit intéressée à recevoir quelqu'un qui est visiblement dans le besoin. Oui. Il y a des fonds qui vont à ça, évidemment. Et puis, bon, comme je le disais tout à l'heure, il faut un consortium d'organismes autour de ça. Donc, on a la bibliothèque publique de Surrey qui a participé à ça. Surrey, qui est quand même une grande banlieue près de Vancouver, si je me rappelle bien, non? C'est une ville, mais en fait, pas très loin de Vancouver. Oui, c'est une ville, je pense qu'il y a déjà une bonne communauté culturelle aussi, Oui. une diversité culturelle en son sein. Il y a quand même, bon, il y a des universités, il y a l'Université polytechnique de Quanten, je pense, l'Université Simon Fraser. En tout cas, il y a plusieurs organismes qui se sont joints à PEN Canada pour créer cette ville-là. Maintenant, ça a été créé en 2016. Oui. Et il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il y a 6 ans. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Je sais, à PEN Québec, on a la réflexion, ça fait plusieurs années qu'on a cette réflexion-là, puis on a des rencontres bisannuelles où on a eu plusieurs rencontres avec ICORN. On est en réelle réflexion. On aimerait beaucoup, beaucoup qu'il y ait une ville au Québec. Est-ce que vous avez commencé des discussions avec Montréal, ou Québec, ou Sherbrooke? On a commencé la réflexion. On n'a pas commencé les discussions parce qu'évidemment, ça demande un investissement. Le Centre québécois du Père international est géré par des bénévoles exclusivement. Oui. Donc, ça demande quand même, du moment que qu'une ville devient une ville ICORN, on doit absolument avoir quelqu'un qui coordonne les communications entre ICORN et PEN. Et puis, tout. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail comparativement à PEN Canada qui ont que des employés à temps plein. Ça paraît un peu banal comme raison, mais c'est la triste réalité des choses. Mais la réflexion est réellement là, l'intérêt est réellement là. Puis je pense que dans les prochaines années, on va s'enligner vers quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, j'espère en tout cas. Alors, l'appel est lancé. Pourquoi pas à Québec? Pourquoi pas à Québec? Hein? Pourquoi pas à Québec? On a toutes les institutions. Oui, puis on voit que les institutions se parlent déjà entre elles. Oui. Je pense à l'université avec ses groupes de recherche, la ville, les bibliothèques, les musées. Tout à fait. Tout serait là. Il y a déjà tellement, j'ai l'impression, de dialogue autour des droits culturels et des droits des migrants dans ce cas-ci. Pourquoi ne pas faire un geste très concret en faveur d'artistes réfugiés? Bien, tout à fait. Puis je pense que la Ville de Québec elle-même a une très belle diversité culturelle. Je pense qu'on a une belle ouverture
à ces choses-là, on a, je ne sais pas, il y a quelque chose à propos de la ville de Québec qui est particulier. Ça serait je pense Mais que ce ça serait un beau viendrait choix. peut-être nourrir la diversité Et ça culturelle de vient, Québec, qui est quand même plus faible que celle de Montréal. sans doute, Alors, il y aurait peut-être un effet d'entraînement pour qui se ferait du bien à toute la sans doute. communauté. Mais en étant la plus ancienne ville d'Amérique du Nord, c'est quand même quelque chose je ne sais pas, il y a une qualité, je pense, c'est peut-être ma sensibilité d'écrivain, de quelque sorte, qui vient trouver une qualité quelconque à ça, mais il y a un symbole là-dedans, je pense. Oui. Je pense qu'il y aura un symbole assez puissant. Ben alors voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup. On va vers la toute fin de cette dernière table de discussion. Il reste une dizaine de minutes pour des commentaires. Alors, je vérifie s'il y a des commentaires en ligne. Si vous êtes dans la salle, si vous avez des questions, une première question. On vous apporte le micro, Madame Giroux. À qui votre question s'adresse-t-elle ou votre commentaire, en fait? C'est un commentaire Oui. sur le dernier propos de Québec, ville d'accueil Icorn. Alors, on a la Maison de la diversité culturelle qui arrive à Québec avec la Maison Polac qui commence à prendre forme. Alors, il y a peut-être là des pistes qui sont vraiment intéressantes pour ce type d'action. Et je sais que comme musée d'État, le MNBAC et le MCQ prévoient travailler avec la Maison de la diversité, ou du moins les approcher, parce qu'elle est pour nous une intersection. Ah oui. Là aussi, un lieu de rencontre. Hein? Ouais. Puis, sur une base plus personnelle, c'est vraiment un commentaire ou un constat personnel pour faire le lien entre la culture, la ville. Tout à l'heure, Madame Wasserstrom. Strom parlait du culinaire. Oui, de la culture, oui. Moi, j'ai à chaque année un bonheur pur à participer à la fête des voisins, qui est une initiative qui est tenue et ça nous permet de nous rencontrer, de vraiment échanger. Autour des traditions culinaires? Oui, on partage des repas et j'ai une rue qui est assez multiethnique et je trouve que c'est une initiative de la ville, c'est une initiative qui est plus large que ça, mais c'est vraiment un beau modèle. Et ce qui est vraiment intéressant d'observer, c'est la rencontre entre les adultes et celle qui se fait entre les enfants. Voilà. Voilà, merci. Un autre exemple bien concret, donc, d'initiative porteuse. Quelqu'un d'autre aimerait produire un dernier commentaire? Quelqu'un aurait une question? On n'a pas tout dit, j'imagine, de ce qui se fait, entre autres, à Abidjan. Madame Koulibaly, vous êtes là, vous avez tout entendu. Est-ce que vous avez un dernier, peut-être, commentaire à formuler? Comment voyez-vous l'avenir pour le réseau des Hub Cities en Afrique? Merci beaucoup, madame. Ah, Je voudrais intervenir spécifiquement sur la demande d'asile. Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative Ubuntu Hub Cities, l'appui que nous apportons est un appui de 6 mois à 1 an. Quelquefois, c'est vraiment pour des courtes durées et pour permettre aux personnes que nous accueillons de pouvoir s'établir et continuer dans le long terme leur travail. Il est important que ces personnes-là puissent facilement avoir accès ou une suite favorable à une demande d'asile. Mais nous avons constaté que c'est une procédure qui est un peu longue. Dans nos pays africains, la procédure elle est longue et ce n'est pas toujours évident qu'il y ait une suite favorable. Et aussi, le constat que nous avons eu à faire, c'est que les personnes demandeurs d'asile qui ont une autre orientation sexuelle, je vais parler des LGBTQI, ont souvent des difficultés d'avoir une suite favorable à une demande d'asile. Et donc, à l'avenir, vraiment, la recommandation qu'on souhaite faire à nos États, c'est de faciliter la procédure de demande d'asile pour ces personnes migrantes que nous accueillons, parce qu'il est important que ces personnes-là puissent s'établir dans un pays de leur choix, vu que ce n'est pas toujours évident qu'elles puissent retourner immédiatement dans leur pays d'origine, dans la mesure où c'est après vraiment des incarcérations ou des exactions que ces personnes-là
quittent le pays d'origine dans des conditions très difficiles. Donc, nous sommes en train d'envisager cela à long terme et c'est une des recommandations que je vais formuler ici. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est un ajout, effectivement, parce que ça ajoute une difficulté supplémentaire pour ces personnes, je comprends, de trouver. Alors, si, bonne chance à vous, Madame Koulibaly, avec tout le projet de réseau africain. Merci beaucoup, Strom. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous en France et merci à Olé Merci. Laprune, mais merci à vous. Merci. Merci d'avoir été là. Laurence Merci. Cuny, Félix Villeneuve, merci beaucoup pour cette table